Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Hassam Abdel Fattah, professeur d'analyse de discours politique. Dr Hassam Abdel Fattah, bonsoir et bienvenue avec nous. Oui, bonsoir. Dr Hassam Abdel Fattah, la représentante de l'Égypte, Dr Yasmine Moussa, a assuré la plaidoirie de l'Égypte face à la Cour internationale de justice. Vous, en tant que spécialiste d'analyse de discours politique, à votre avis, quels étaient les points clés de ce discours? Eh bien, les points clés, c'est-à-dire elle a présenté tous les arguments juridiques, elle s'est appuyée également sur des faits. Elle a présenté les faits certainement qui crèvent les yeux et qui sont tangibles. Tout le monde certainement est d'accord avec les arguments présentés par elle. La plaidoirie a abordé toutes les questions certainement concernant ici les atrocités commises par l'armée israélienne et l'injustice qu'on s'est infligée aussi aux Palestiniens, et que certainement deux poids deux mesures, c'est-à-dire le principe actuellement qui est abordé, qui est adopté par Israël. Là, tout ça, c'était bien. La plaidoirie était très bien fondée. Or, la question ne réside pas vraiment dans cette question, c'est-à-dire que est-ce que la plaidoirie était bien fondée, est-ce qu'elle était convaincante? Bon, bien sûr, si elle était convaincante, étant donné que c'était conforme au droit international, elle s'est référée au droit international, l'argument juridique et aussi la logique, et c'est clair. Et puis, elle a aussi insisté sur le fait de la nécessité aussi de sauver la population civile palestinienne. Tout ça, c'était clair. Or, ce qui est gênant dans cette histoire, et moi je pense aussi que la plaidoirie qui a été présentée par d'autres pays arabes était bonne, hein, était bonne, était bien fondée. Mais or, le problème ici, c'est pas simplement de tâcher de convaincre la Cour internationale, parce que je suis certain que ici les juges de la Cour sont eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, ils sont convaincus. Ils sont les images médiatiques qui circulent sur toutes les chaînes, tout ça c'est clair. Et même si l'opinion publique internationale dans tous les pays, même européens, on a vu maintenant par émerger une certaine opinion publique qui va à l'encontre en fait de la politique de leur propre gouvernement. Ça c'est clair. Il y a surtout parmi les intellectuels. On a vu des intellectuels maintenant, même des intellectuels juifs. Ils sont sortis pour condamner ce que fait Israël et aussi pour dire qu'il faut sauver la population ici palestinienne. Ça c'était clair. Et je pense que les juges eux-mêmes sont convaincus. Or, il y a d'autres restrictions certainement moi je pourrais le dire simplement, qui restreignent un petit peu l'autonomie ou l'indépendance des juges. Pourquoi? Parce que vous savez que la Cour internationale est certainement à son nom, et aussi son jugement aura certainement une certaine valeur morale. Or, ses pouvoirs ou bien ses prérogatives ne sont pas si grandes. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple. C'est-à-dire, lorsque ici le représentant de l'Afrique du Sud, il a présenté sa requête, dans sa requête, il a demandé un cessez-le-feu immédiat pour sauver la population palestinienne, les civils. Or, certainement, la réponse en fait de la Cour ne portait pas sur ce point, ou bien, disons, il était complètement indifférent à ce point. Il voulait simplement dire qu'il faut faire une trêve, il faut sauver, c'est-à-dire un certain nombre de slogans que tout le monde connaît. Mais elle n'a pas en fait répondu à cette demande, c'est le cessez-le-feu, alors que, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le pouvoir, elle n'a pas cette prérogative. Et puis, alors la question ne doit pas porter sur ici la cohérence ou la cohésion ou le bien fondé de la plaidoirie. Parce que, enfin, tous les pays arabes, tout le monde en fait crie justice, crie justice. Et bien sûr, quand on crie justice, tous les cris sont bien fondés sur des arguments. Or, il faut quand même se poser la question, est-ce que ici la Cour internationale de justice aussi a le pouvoir, a la prérogative par exemple de résoudre ce problème, d'arrêter Israël? On a vu Israël se moquer de la Cour internationale. Et les États-Unis actuellement, regardez le veto qui a été opposé ici par les États-Unis pour empêcher le cessez-le-feu.
Alors les États-Unis, on le sait très bien, maîtrisent toute la situation. Ils maîtrisent le Fonds monétaire international et la Cour de justice aussi également, toutes les instances. Le droit international, j'aimerais bien vous le dire, le droit international a été conçu, a été pisté, a été élaboré en vertu de rapport de force. Le rapport de force, ça veut dire le droit international, c'est le produit des pays puissants. Oui, docteur Assam Abdel Fattah, il faut dire que, évidemment, les États-Unis, le plus grand allié d'Israël, avaient, en avançant le veto ou en donnant un veto, ils ont dit que tout mouvement vers le retrait d'Israël de la Cisjordanie et de Gaza nécessite la prise en compte des besoins de sécurité très réels d'Israël. À votre avis, est-ce que ceci pourrait dévier quand même le courant de la situation ? Écoutez, c'est-à-dire qu'elle emploie le même argument présenté par Israël. Israël, après avoir, par exemple, après s'être emparé complètement de la Cisjordanie et du Gaza, un jour viendra où Israël nous dit « tous les pays arabes qui m'entourent sont me menacent ». Alors, elle peut s'appuyer sur le même argument. La sécurité d'Israël exige aussi autre chose. Enfin, j'aimerais bien vous dire que c'est un topos, c'est un lieu commun. La sécurité est toujours ici une allégation, est un argument avancé par Israël pour justifier ses atrocités, ses actes criminels. Et les États-Unis, bien sûr, certainement, sont toujours d'accord avec Israël. Parce qu'elles ne peuvent pas, les États-Unis ne peuvent pas justement arrêter Israël ou bien mettre fin à ces exactions israéliennes. Elles ne peuvent pas. Tout le monde doit le savoir. Et ce qui me gêne ici actuellement, c'est que tout le monde, en fait, crie justice, écrit aussi, mais le droit international actuel, et même les États-Unis, les Nations Unies, ce sont des produits de quoi d'un droit, en fait, qui a été fabriqué en vertu du rapport de force, en vertu des relations de puissance. C'est ça. C'est-à-dire, elles sont les grandes puissances qui ont fabriqué ce loi. Et c'est-à-dire en fonction de leur force, de leur statut. Et c'est ça, c'est que le veto, à titre d'exemple, ça veut dire qu'une grande puissance peut toujours opposer un veto à toute solution qui ne lui plaît pas, qui va à l'encontre de sa propre politique. Et c'est ça le problème. Enfin, tout le monde, en fait, c'est-à-dire les innocents, qu'est-ce qu'ils attendent exactement de la Cour internationale? Ils attendent simplement, c'est quoi? Un jugement moral, qui a une valeur morale. Mais sur le terrain, il n'aboutira, hélas, pas vraiment à grand-chose. Oui, justement, est-ce que la Cour internationale de justice et le Conseil de sécurité ont un pouvoir exécutif susceptible d'obliger Israël à se plier au verdict? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. C'est un pouvoir moral, c'est-à-dire qu'on essaye de créer une opinion publique au sein d'Israël qui exerce une pression sur le gouvernement, et nous sommes très loin de le faire pour la simple raison que l'ultra-droite extrémiste israélienne tient le pouvoir. Et aussi, actuellement, la jeunesse israélienne actuelle, c'est une jeunesse qui a été forgée, fabriquée, élevée, éduquée, c'est-à-dire dans le camp de droite, c'est-à-dire ultra-droite. Ils sont extrémistes. Ils ont reçu une éducation extrémiste de l'ultra-droite. Et c'est pour cela, actuellement, ils achètent des armes. Israël a donné le feu vert à la jeunesse d'acheter des armes. Oui, on achète des armes. Pourquoi? Pour combattre les Palestiniens et pour coloniser davantage de terres en Cisjordanie. Ils veulent se venger. Et chaque fois aussi, j'aimerais bien vous dire une chose. Chaque fois, regardez, malgré les atrocités, malgré vraiment le génocide en fait, qu'on constate, et qu'aussi, regardez les chaînes internationales, regardez les chaînes comme Arte, par exemple. Arte, c'est une chaîne franco-allemande. Au lieu de simplement de mettre en lumière ou de focaliser la caméra de ces programmes sur ces atrocités, maintenant, chaque fois qu'il y a, par exemple, des exactions d'Israël commises par les Israéliens contre les Palestiniens,
on passe une émission sur quoi? Sur le génocide des Juifs, c'est-à-dire par le nazisme. Mais nous sommes très loin de 45 ou de 43. Regardez, c'est pour faire la diversion. Et c'est pas la faute des Palestiniens, en fait. À l'époque, c'était pas la faute des Palestiniens. Oui, mais c'est pas la faute des Palestiniens, mais simplement les chaînes européennes veulent faire diversion, veulent simplement détourner l'attention de drames, de tragédies en fait qui sont commises en Palestine. Ça c'est le problème. Et qu'il y a des pays arabes certainement qui justement qui discutent la normalisation avec Israël malgré ce qui se passe. Voilà, ça c'est le problème. Oui. Docteur Essam Abdel Fattah, vous êtes professeur d'analyse de discours politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a affirmé mercredi que la situation sanitaire et humanitaire dans la bande de Gaza est inhumaine après plus de 4 mois de guerre déclenchée. Voyons les détails dans ce compte rendu. Dans quel monde vivons-nous lorsque les gens ne peuvent pas se procurer de la nourriture et de l'eau, ou lorsque des personnes qui ne peuvent même pas marcher ne peuvent pas recevoir des soins, a déclaré Tedros Adhanom lors d'une conférence de presse régulière à Genève. Dans quel monde vivons-nous lorsque le personnel de santé risque d'être bombardé lorsqu'il effectue son travail? Dans quel monde vivons-nous lorsque les hôpitaux doivent fermer, lorsqu'il n'y a plus d'électricité ou de médicaments pour sauver les patients et qu'ils sont la cible des militaires, a-t-il poursuivi. À ses yeux, la situation sanitaire et humanitaire à Gaza est inhumaine et continue de se détériorer. Plus généralement, Gaza est devenue une zone de mort, a assuré le chef de l'OMS, reprenant une expression qu'il a déjà utilisée. Une grande partie du territoire a été détruite, plus de 29 000 personnes sont mortes, beaucoup d'autres sont portées disparues, présumées mortes, et beaucoup d'autres sont blessées, a-t-il ajouté. Il a également relevé que les niveaux de malnutrition sévère dans la bande de Gaza ont augmenté de façon spectaculaire depuis le début de la guerre, passant de moins 1% à plus de 15% à certains endroits. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu maintenant, les otages doivent être libérés, les bombes doivent cesser de tomber et l'accès à l'aide humanitaire doit être libre. L'humanité doit prévaloir, a lancé Dr Tedros Adhanom. Selon l'ONU, 2,2 millions de personnes, soit l'immense majorité de la population, sont menacées de famine dans la bande de Gaza, assiégée par Israël depuis le début de la guerre. La situation est particulièrement alarmante dans le nord, en proie au chaos et à la violence, selon le Programme alimentaire mondial PAM des Nations Unies, qui a suspendu mardi la distribution de son aide dans ce secteur. L'aide humanitaire entre à Gaza essentiellement par Rafah via l'Égypte, mais son acheminement vers le nord est rendu presque impossible par les destructions et les combats qui isolent cette région du reste du territoire.